Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc, je suis Damien Tonnet, je serai présent tout au long de ce webinaire en tant que présentateur. Il y aura également Milan Girard qui sera présent et qui pourra répondre à vos questions. Bonjour à Milan. tous, je suis Milan Gérard. N'hésitez pas à poser vos questions avec la plateforme GoToWebinar qu'on va vous présenter. Voilà. Merci. Du coup, dans ce webinaire, on va traiter de la partie analyse des vibrations induites via le module analyse de l'historique de temps dans RFM6. On va s'intéresser à tout ce qui est vibration forcée au niveau des structures. Et là, on a un petit exemple du projet que l'on va regarder. Donc, pour les questions, n'hésitez pas à passer, à les poser via le chat de GoToWebinar, via la zone dédiée. Vous pourrez également nous les faire suivre par mail à info@delubal.fr si besoin. On pourra y répondre par la suite. Donc on va commencer et dans ce webinaire-là, on va voir plusieurs points. Dans un premier temps, on va voir en façon globale les types d'analyses dynamiques qui peuvent être réalisées dans RFM6 et RSTAM9. Donc ici, on va s'intéresser aux différents modules qui sont disponibles dans les solutions de Delubal Software. On regardera ensuite la partie calcul des modes et fréquences propres sur une structure. Donc là, on utilisera le module analyse modale. Puis après, on regardera la partie analyse linéaire des vibrations induites par une machine. Donc là, ici, on sera sur le module analyse de l'historique de temps. On va voir comment travailler avec ces modules-là. Et puis après, on finira, puis au cours du webinaire, on regardera aussi tout ce qui est résultats, et puis on finira sur la partie optimisation de la structure. Qu'est-ce qu'on peut effectuer comme optimisation par rapport aux résultats que l'on obtiendra. Je vais passer sur la suite. Au niveau de la partie analyse dynamique, dans RFM6 et RSTAM9, on va avoir plusieurs modules. Un premier module qui sera dédié à la partie analyse modale et qui va permettre ici de faire les analyses des fréquences propres et des modes propres. Vous allez également avoir le module analyse de spectre de réponse qui va vous permettre ici de faire une analyse multimodale, spectrale multimodale. Vous pourrez passer directement via la définition d'un spectre de réponse ou via la définition d'un accélérogramme. Il y a différentes normes qui sont disponibles, donc ce module-là, il sera plutôt là pour faire tout ce qui est analyse sismique. Vous aurez également le module analyse pushover qui peut venir en complément de la partie analyse sismique. Il permettra de faire une analyse non linéaire, de prendre en compte tout ce qui est rotule plastique. On pourra faire le calcul de courbe de capacité. Donc, on pourra réaliser les types d'analyse pushover à ce niveau-là via ce module-là. Et le quatrième module, et le module qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le module analyse de l'historique de temps, qui va permettre ici de venir définir des diagrammes de temps pour définir des coefficients ou des coefficients qui dépendent du temps et qui pourront venir influencer des charges. Ça, on va regarder ça. Et puis, ça pourra influencer des charges nodales, des charges de barre, des charges surfaciques, charges libres, différents types de charges. On va regarder justement cette partie-là, et notamment le module analyse de l'historique de temps permettra de traiter tout ce qui est simulation de vibrations forcées sur des structures. Donc on va passer sur notre exemple qui va nous intéresser aujourd'hui, qui sera une structure, ce sera celle-ci, et on va passer déjà sur le modèle RFM pour pouvoir voir un peu ce qu'il y a au niveau du modèle RFM. Le modèle, donc on est sur une charpente structure métallique. On a deux niveaux avec sur une partie des dalles béton qui rajoutent ici une masse. Vous avez ensuite tout un plancher, un soulivage acier. Vous avez sur une partie deux trémies
Alors dans ces trémies, typiquement, on pourrait avoir ici des machines qui viennent supporter, qui viennent être supportées au niveau de la zone des trémies, et donc c'est ce qui nous intéressera pour la deuxième partie au niveau de la partie vibration forcée. On a également ici, pour cette structure, défini un contreventement. Alors ici, on est sur un affichage par code couleur. Donc directement dans le navigateur, on a les réglages de code couleur qui sont disponibles. Donc là, on a un code couleur par section. On a des HEA 100 pour cet exemple en contreventement à ce niveau-là. Donc là, on retrouve, on a des HEA 220, des IPE 180 pour notre solivage et des HEA 100 pour nos éléments de contreventement. Au niveau du modèle, je vais juste vous montrer du coup les modules dont on a besoin pour ce webinaire et que l'on a activé. Donc on va pouvoir ouvrir les données de base de notre modèle, et ici dans la partie module, on est venu activer la partie analyse dynamique avec analyse modale et la partie analyse de l'historique de temps. Ok. Et puis, du coup, au niveau de ce modèle-là, on a défini quelques cas de charge, cas de charge de poids propre. Si on regarde ici, donc on a une charge de poids propre sur nos planchers, et puis on a un deuxième cas de charge ici qui est notre charge de poids propre de machine. Donc là, on a une machine positionnée uniquement sur la trémie de notre dernier niveau, et là, on a sa charge qui est appliquée sur le pourtour de la trémie. Les autres cas de charge, je reviendrai dessus par la suite, ils nous serviront pour la partie vibration, analyse historique de temps avec la vibration forcée. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être de pouvoir déjà réaliser une analyse modale au niveau de notre structure, calculer les fréquences et modes propres de la structure. Pour cela, on va venir créer donc une combinaison de masse. On va venir ouvrir donc la partie modifier cas de charge et combinaison de charge. Et ici, on va aller dans l'onglet combinaison de charge. Dans cet onglet-là, on n'a pas encore de combinaison de créer, on va venir créer une combinaison, et ici on va juste venir créer la combinaison de nos deux poids propres, donc CC1 et la charge de machine CC2. L'idée ici, c'est juste de prendre en compte les charges qui vont après seront converties en masse pour notre analyse modale. Le type d'analyse ici, pour cette combinaison, elle a peu d'importance, analyse statique, second ordre. Là-dessus, c'est pas ce qui va nous intéresser. Nous, c'est vraiment d'exploiter directement les charges pour les avoir en masse dans notre analyse modale. On va après passer dans la partie cas de charge, et ici, dans la partie cas de charge, on va venir créer un cas d'analyse modale. Donc ici, on va venir créer un nouveau cas, CC9, et on va changer le type d'analyse. On va passer en analyse modale. Alors par exemple, ici, je peux très bien préciser, pour mon cas CC9, le renommer, et lui préciser qu'on est ici sur l'analyse modale de notre structure. Ici, on va pouvoir ensuite venir préciser pour notre analyse modale l'import des masses à partir d'un cas de charge ou d'une combinaison existante. Donc là, on va récupérer la combinaison qu'on vient de créer, CC1 plus CC2. Ça, on va importer les charges en masse, et ça va nous permettre de faire notre analyse modale en tenant compte du poids propre de la structure, plus également les charges qu'on a ajoutées, charges le moment de finition de plancher et la charge de machine, le poids propre de machine que l'on a rajouté sur la trémie. Ici, on va également aller dans la partie paramètres pour l'analyse modale, et on va venir modifier ces paramètres-là. Au niveau des paramètres, vous pouvez venir ajuster directement le nombre de modes à calculer. Alors nous, on a anticipé, on a déjà calculé, on a déjà regardé, donc là on va s'intéresser à 30 modes pour notre cas. Si on n'avait pas encore, on aurait pu tester à un peu plus de modes, si on souhaite 50 modes par exemple, pour voir déjà les résultats qui nous intéressent. Là, pour notre exemple, 30 modes seront suffisants ici. Au niveau de la matrice, on reste sur la matrice constante avec toutes nos directions d'activer ici pour les matrices de masse.
Dans les paramètres, ici, on va rester avec les paramètres par défaut, avec la conversion des masses donc en composantes en Z des charges. Et puis là, négliger les masses, on n'a pas besoin de négliger les masses, mais sachez que si besoin, vous avez l'option ici qui vous permet de négliger les masses dans une analyse modale. Ok, je reviens sur cette partie-là et puis je vais pouvoir valider, donc là, sur le réglage à 30 modes. Ok. Ici, on a fait notre réglage pour l'analyse modale, on a sélectionné notre combinaison pour combinaison de masse, et on va pouvoir exécuter le calcul. Donc là, on a le calcul de l'analyse modale qui s'exécute, et on va pouvoir directement, du coup, visualiser par la suite nos modes, nos fréquences et nos modes propres directement. Donc là, ici, on a la structure avec les modes qui s'affichent. Alors ici, on a affiché avec les déformations, avec les sections colorées. Donc là, dans la partie résultat du navigateur, vous avez possibilité au niveau des déformations sur les barres. Par défaut, vous serez avec l'affichage avec les lignes, les axes des barres déformées. Là, ici, on est passé sur l'affichage des sections colorées pour pouvoir visualiser graphiquement nos sections, la déformation de nos barres. Ici, dans le navigateur, on va retrouver les résultats. Ici, on retrouve les 30 modes qu'on a demandé à calculer. On retrouve la fréquence associée également. Et donc après, il suffit juste de sélectionner dans l'arborescence ici éventuellement le mode ou la fréquence qui vous intéresse. Ou bien vous pouvez également passer par les tableaux ici et on pourra retrouver aussi dans les tableaux nos 30 modes calculés. Vous pouvez sélectionner une ligne du tableau, automatiquement l'affichage se réajustera. Vous pouvez également consulter la partie masse modale effective. Ça vous permettra de voir ici les pourcentages de masse mobilisés dans chaque mode. Ici, par exemple, dans notre exemple, on peut voir que les modes 1 et mode 2, dans la direction Y, mobilisent donc là 63% des masses. Le premier, on a 26%. Donc là, par exemple, celui-ci fera partie des modes principaux pour la direction Y, donc le mode 2. On peut descendre, on regarde sur X et Y et Z. Bon, là, on en trouve un sur Z avec 10%. Et puis là, on en trouve un sur X avec 90% de masse ici. Donc, on a un mode avec un déplacement, une déformation sur X qui s'affiche. Ce qui va nous intéresser après, ça sera de regarder les fréquences de ces modes dominants. Et là, on pourra se rendre compte, dans notre cas, ici, si je repasse sur la partie fréquence propre, le deuxième mode, on a une fréquence de 1,31 Hz, et puis le mode 30, on a une fréquence de 5,64 Hz. Et là, si on regarde la suite de ce qu'on va faire, on va se rendre compte que on risque d'avoir un petit problème avec ce mode 30 de la structure telle quelle. Je vais juste rebasculer sur ma partie PPT. Ce qui va nous intéresser dans le cas de la partie vibration, des vibrations induites par une machine, ici, ça va être de définir sur la structure une excitation avec une charge dynamique. Cette charge dynamique, ça sera une charge tournante avec une machine avec une fréquence de 5,6 Hz. On a une force de 0,2 kN exercée par notre machine, notre charge tournante. Et le fait qu'on ait une fréquence de machine proche de notre mode numéro 30 qui a une fréquence de 5,64 Hz, on risque d'avoir un effet de résonance qui apparaisse. Et donc c'est ce qu'on va regarder justement dans notre modèle. Je vais continuer et ce qui va nous intéresser ici, ça va être de venir définir au niveau de notre modèle une charge. Donc ici, sur le modèle RFEM, on a défini déjà deux cas de charge, une charge horizontale, ici, que l'on peut voir qui s'applique au niveau de la trémie. On a également une charge verticale qui s'applique ici. Ces deux charges, elles vont être là pour pouvoir modéliser justement notre charge
mises en rotation. Et ces charges-là vont pouvoir simuler la charge en rotation. Donc ici, je rebascule sur mon slide. Et initialement, on avait une charge de 0,2 kN. Cette charge-là, on est venu la diviser pour l'appliquer sur les pourtours de la trémie, et on est venu la diviser par la longueur totale des barres de la trémie. Ce qui fait qu'on a appliqué une charge de 0,025 kN par mètre sur les poutres de la trémie. Et cette charge-là, elle va être à décomposer en charge verticale et horizontale, ce qui permettra, en fait, initialement, on aura par exemple ici notre charge verticale. On va avoir notre machine qui va commencer à tourner. Du coup, la charge qui est initialement verticale va après partir avec un angle. Donc, on va avoir une charge qui se décomposera avec une charge verticale et horizontale. À un moment donné, on aura uniquement une charge horizontale, puis après elle remontera, et puis on repassera sur une décomposition en charge horizontale, verticale, et ainsi de suite. Donc pour cela, on va pouvoir décomposer et mettre en dynamique cette charge en passant avec la définition de diagrammes de temps qui vont agir sur nos charges. Ces diagrammes de temps, on aura donc besoin d'un diagramme pour la partie composante verticale et un diagramme pour la partie composante horizontale. Le diagramme, on aura entre les deux un décalage d'un quart de cercle, donc de pi sur 2, qui sera à prendre en compte. Et la fréquence radiale, c'est 2pi de f, et donc là on aura 35,2 pour W, 35,2 radians par seconde en fréquence radiale. Donc ici, vous retrouvez un peu le petit schéma de nos courbes. Donc là, on aura des courbes sinusoïdales avec une courbe qui sera associée à la charge verticale et une courbe qui sera associée à notre charge horizontale. Donc on va voir justement comment mettre en œuvre ces réglages-là dans RFEM via le module analyse de l'historique de temps. Donc, je bascule de nouveau dans RFEM. Ici, on a deux cas de charge, horizontale, verticale. Et du coup, on va voir comment pouvoir traiter ça. Tout d'abord, je suis revenu sur le PPT. Tout d'abord, on va venir définir des diagrammes de temps. Donc ici, dans l'arborescence du navigateur donné, on a une partie dédiée à la partie charge dynamique, accélérogramme et diagramme de temps. Ici, on va donc créer un nouveau diagramme de temps. Pour ce diagramme de temps, on va pouvoir venir définir soit manuellement les variations du facteur ou du facteur multiplicateur ici K en fonction du temps. Donc là, on pourrait renseigner si on a déjà sur un tableur Excel, par exemple, importé toutes les données. Soit ici, on peut passer par la définition d'une fonction qui dépend du temps. C'est ce sur quoi on va se baser pour la définition de nos diagrammes. Et ici, on va partir sur un diagramme sur la base d'une formule sinusoïdale. Donc, on va partir sur sinus, facteur ici de notre valeur de fréquence angulaire, donc 35,2. Et on va mettre la variable t ici dans la partie, dans la formule sinusoïdale. Ici, je vais avoir donc ici notre diagramme. Alors si on veut vérifier, je peux réduire la limite de temps. Ça permet de voir ici, donc on a bien un diagramme sinusoïdal ici, on commence à 0. Et puis, je vais remettre ça à une limite de temps de 10 secondes. OK. Donc là, celui-ci, ce diagramme, pour pouvoir l'identifier, je vais préciser que c'est le diagramme pour notre charge horizontale. Et puis je vais créer une copie qui sera pour la charge verticale. Et ici, on va juste venir modifier. Donc tout à l'heure, on parlait d'un décalage. Donc là, je vais mettre pi sur 2. Donc là, on va mettre plus 1,5708. Et du coup, si je remets mon diagramme ici,
Ici, on voit bien le décalage qui est bien pris en compte ici. Ok, et je remets ça à 10 comme il faut. Ok. Donc là, ici, on a créé nos deux diagrammes et maintenant, on va voir comment créer notre combinaison de temps. Donc là, je vais valider. Et ici, on va venir créer notre combinaison de temps. Donc la combinaison de temps, on va pouvoir venir la créer. On vient dans la partie modifier, cas de charge, combinaison. Et ici, on va pouvoir créer une combinaison. Donc, je vais venir créer une nouvelle combinaison. Cette fois-ci, on n'est plus sur de l'analyse statique, mais on est sur une analyse historique de temps via un diagramme de temps. Et ici, on va pouvoir attribuer notre charge horizontale plus notre charge verticale. On va pouvoir les associer ici à notre diagramme de temps. Donc, la première est bien associée à la charge, au diagramme horizontal, la seconde associée au diagramme vertical. Et je peux revenir dans la partie générale. Dans la partie générale, ici, je vais juste venir modifier cette partie-là, la partie paramètres pour l'analyse de l'historique de temps. Je vais créer un nouveau réglage. Et ici, je vais partir sur une méthode modale linéaire, méthode d'analyse modale linéaire. Je vais changer aussi le temps maximal d'étude. Alors là, on va se limiter à 5 secondes d'analyse. Le pas de temps enregistré 0,01 seconde, c'est suffisant. Et diviser le pas de temps enregistré par 10 à ce niveau-là. On peut regarder ici, on a un onglet amortissement. Ici, on pourra donc venir renseigner un amortissement. Je reviendrai dessus. Pour le moment, on va le laisser à 0 et on va déjà voir ce que ça donne à ce niveau-là pour le calcul. Ici, donc, on a la méthode modale linéaire qui s'est affichée et au passage, ici, il a basculé sur l'analyse modale CC9 que l'on avait déjà enregistré juste avant. Ok, je peux lancer le calcul et maintenant on va voir notre première analyse d'historique de temps qui va être exécutée. Et donc là, on va voir les résultats. Donc là, au total, on aura plus de 500 résultats qui devraient être disponibles. Donc là, on a nos 5 secondes d'analyse qui se font et ensuite tous les résultats qui sont en train de s'enregistrer, de se calculer, de s'enregistrer. Donc là, ici, le calcul s'achève et on va pouvoir retrouver maintenant la partie analyse. Alors je vais juste masquer les charges parce qu'ici ça ne nous intéresse pas forcément. Comme tout à l'heure pour la partie analyse modale, ici ça se présente un peu sous la même forme. Vous retrouvez ici le navigateur dans lequel on peut venir sélectionner, alors à la différence de tout à l'heure où on sélectionnait un mode, là on choisit un instant T. Donc, vous avez les différents instants qui sont disponibles. Au niveau des résultats, on peut afficher les déformations. Vous pouvez afficher également tout ce qui est effort dans les barres. Vous avez également tout ce qui est réaction aux résultats dans les surfaces et tout ce qui est réaction d'appui qui seront disponibles. Là, nous, ce que l'on va regarder, ça sera plutôt la partie déformation. Et ici, ce que l'on peut regarder, c'est si je défile au niveau de la partie, juste en faisant tourner la molette, ici, je peux défiler les résultats de déformation, donc là, qui s'affichent ici. Ok, je peux aller un peu plus loin, et puis ici, je peux continuer à déplacer, et on a nos résultats qui s'affichent. Vous avez aussi une fonction, si vous voulez, ici pour faire lancer la série des résultats en animation. Et puis vous avez également ici une petite jauge qui vous permet également éventuellement de déplacer sur un instant T entre 0 et 5 secondes qui vous intéresse. Ok, ça c'est la première possibilité. Regardez les résultats graphiquement de des déformations, par exemple ici. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de pouvoir évaluer par rapport à notre structure l'accélération, par exemple, de notre plancher. Et ici, on va donc passer dans le navigateur données et on va venir créer un diagramme de calcul pour pouvoir visualiser les courbes d'accélération de nos deux, par exemple. Donc là, ici, on va venir créer le diagramme de calcul.
Donc, nouveau diagramme de calcul. Ici, on va venir sélectionner le mode basique et le type d'analyse, analyse de l'historique de temps. Pour cette analyse, donc, il nous a basculé automatiquement sur la combinaison dédiée, qui correspond à une analyse historique de temps, la combinaison 2. Le type de résultat pour l'axe horizontal, ce sera les valeurs de l'axe des temps. Et puis le type de résultat sur l'axe vertical, ici, nous, on va choisir une accélération par rapport à des nœuds. Et le nœud de référence que l'on va choisir, ce sera le nœud que l'on a ici au niveau de la trémie, celui-ci. Voilà notre nœud de référence. Donc là ici j'ai des résultats, un diagramme d'accélération. Alors là on est sur valeur absolue sur les déformations globales, donc on a un diagramme un peu particulier qui s'affiche. Nous ce qui va nous intéresser ce sera éventuellement de regarder X, Y et Z. Alors si on regarde sur X, voilà ici on va voir l'accélération de notre nœud. On peut voir effectivement qu'on entre bien en résonance puisqu'on a une accélération qui est croissante en fait, qui augmente en permanence. Donc on passe de 0 à 0,8 mètres par seconde carré sur 5 secondes. Donc on a des accélérations très importantes ici, des variations d'accélération importantes. On va également pouvoir regarder éventuellement sur Y, si on veut voir ce qui se passe au niveau des diagrammes. On voit aussi un peu l'effet de résonance ici, et puis sur Z éventuellement ici. Donc là on voit nos accélérations. Là, si on regarde sur X, ça correspond à l'axe en fait où on avait un mode propre de structure proche du mode proche de la fréquence de notre machine. Donc là, on voit bien l'effet de résonance que l'on a. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps, pour pouvoir venir atténuer cette résonance et puis du coup cette accélération, ça va être de pouvoir venir prendre en compte un amortissement dans notre analyse. Donc là, on va venir considérer l'amortissement. Donc on va revenir dans le modèle global et dans les paramètres de notre analyse, on va venir considérer ici l'amortissement. Pour l'amortissement, on a deux possibilités. Soit vous passez avec un type d'amortissement Rayleigh, vous renseignez alpha, bêta. Si vous n'avez pas alpha et bêta, on peut également passer avec l'amortissement de l'air ici et utiliser les fréquences des deux modes prédominants, des deux modes propres prédominants, et là définir notre amortissement de l'air. Ou bien ici, ce qu'on va faire dans notre exemple, ça va être de prendre un amortissement de l'air constant, et là on va prendre un amortissement de 2%. Pour notre modèle, pour notre structure. OK. Le reste, rien ne change. On a juste activé l'amortissement et on valide. Donc les résultats vont être écrasés et on va relancer le calcul. Donc là, il exécute l'analyse historique de temps, mais cette fois-ci avec les 2% d'amortissement. Et on va pouvoir tout de suite après venir voir ce qui se passe au niveau du diagramme de calcul, si les résultats changent ou pas. Ok, donc là on a le calcul qui va s'achever. Et on a à présent nos résultats. Alors on pourrait regarder tout ce qui est déformation ici. Nous, ce qui va nous intéresser, et là on pourra vraiment se rendre compte de si l'amortissement change quelque chose, ici ce sera de retourner dans la partie diagramme de calcul et de rouvrir le diagramme que l'on a créé. Ici, donc, on ouvre directement sur la combinaison 2 qui réintègre maintenant un amortissement. Et là, on peut voir que sur X, du coup, on a bien l'effet de l'amortissement. Donc là, on a une déaccélération qui augmente, puis après, on tend à converger vers une valeur. Donc après, on pourrait augmenter le temps si on voulait regarder sur un plus long temps ce qui se passe. Mais là, sur 5 secondes, maintenant, on arrive à 0,24. Donc on est passé de 0,8 à 0,24 avec un amortissement de 2% appliqué
dans l'analyse. Donc là ici, la question après sur la partie accélération, les accélérations qu'on a sur des planchers, ça va être des questions sur après des questions de confort. Donc si on a des accélérations trop importantes, on va avoir un plancher qui va vibrer et avec des vibrations qui peuvent être ressenties. Donc, en fonction de ces accélérations-là, on pourra avoir des questions de problèmes de confort sur nos structures, sur nos bâtiments. Ici, ce qui pourra après être intéressant, ce sera de regarder éventuellement ce que l'on peut faire pour optimiser la structure. Donc là, on va rester avec cet exemple-là et on va voir au niveau du modèle, ici, ce que l'on pourrait faire pour optimiser ou modifier justement cette partie de résonance que l'on a au niveau de la structure. Pour pouvoir avoir un plancher qui vibre moins et du coup qui au niveau de la question de confort on soit avec des vibrations plus admissibles à des accélérations de plancher. Donc ici ce que l'on va pouvoir regarder ce sera soit dans un premier temps on a vu la fréquence propre dans la direction X de nos structures, elle est de 5,64 Hz pour le mode 30 dans la direction X. Donc l'idée, ce serait, pourquoi pas, de changer la machine et de prendre une machine avec une fréquence qui serait autre que celle de 5,6 Hz, qui est beaucoup trop proche que celle de notre mode propre dans la direction X pour la structure. L'autre possibilité, c'est de jouer sur la partie structure, modifier la structure, ajouter pourquoi pas des masses à certains endroits, ou bien modifier structurellement les composants. Par exemple, ici, on pourrait voir quel impact aurait sur la partie analyse d'historique de temps, analyse modale, la modification de nos contreventements sur la structure. Donc pour tester ce que pourrait déjà impacter une modification sur nos éléments de contreventement, avant de faire des modifications dans le modèle global, on peut éventuellement faire des modifications de structure pour pouvoir les considérer avant de valider une hypothèse de modification. Donc on va pouvoir aller dans la partie objets spéciaux et ici on va pouvoir venir activer la partie modification de structure et on va créer deux modifications de structure. Donc la première modification de structure, ce sera sur la section de ces éléments de contreventement. On va partir sur une première hypothèse où cette section-là, on va venir modifier et on va partir sur l'hypothèse où on double, par exemple, la section de ces éléments de contreventement. Donc là, on va faire, au lieu de chercher une autre section, on va juste doubler l'aire de notre section. Donc je vais mettre un facteur 2 sur l'aire de la section HEA 100, qui correspondait à nos éléments de contreventement. Je vais également renommer cette modification pour qu'on puisse après l'identifier. Donc là, je vais mettre R x 2. OK. Et puis, je vais faire une autre modification. Cette fois-ci, ce sera pas par 2, mais on divise par 2, donc 0,5. Et ici, je vais mettre du coup un facteur de 0,5 sur qui s'appliquera pour modifier l'aire de ces sections. OK. Donc là, on a deux hypothèses. Une première hypothèse, on viendrait prendre une section plus forte. Une deuxième hypothèse, on prend une section plus faible. Et on va voir ce que ça peut impacter dans notre analyse. Donc là, je vais faire OK. Et puis maintenant, on a créé nos modifications de structure, mais on les a pas encore appliquées pour une analyse. Donc là, ce que l'on va faire, on va retourner dans la partie cas de charge, combinaison. Ici, ce qui va nous intéresser, comme on fait une modification de structure, on va devoir refaire une analyse modale avec les bonnes modifications, les bons ajustements. Donc ici, on va venir copier notre analyse modale que l'on avait fait, notre KCC9. Le premier, on va le prendre avec x2. Donc là, ici, je vais juste appliquer la modification de structure R x 2. Et puis, le second, c'était x 0,5. Ici, je vais juste choisir également la modification de structure 0,5. Donc l'analyse modale, les réglages sont identiques à celles qu'on a effectuées en premier, mais on vient juste modifier, faire des modifications de structure pour pouvoir venir changer
les sections dans les hypothèses d'analyse ici. Ok, et puis au passage, on va également créer les combinaisons de charges dépendant du temps. Donc là, pour la partie analyse historique de temps, on va bien copier notre combinaison 2. Donc je la copie 2 fois. La première, on va partir sur une analyse avec l'analyse modale où on a l'air x2. Donc là, il prend la modification de structure correspondante. Et puis la seconde, que l'on a copié, on va partir sur le deuxième réglage avec l'air x 0,5. Ok, et puis maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de relancer le calcul sur nos deux combinaisons ici. Et donc là, on va pouvoir exécuter de nouveau le calcul. Et là, on va pouvoir voir, on regardera la partie analyse modale, voir ce que ça change sur les modes, et on regardera après sur la partie analyse d'historique de temps avec les accélérations et donc l'aspect vibratoire pour notre nœud numéro 43 situé au niveau de la trémie, et on regardera qu'est-ce que ça peut impacter une modification de section sur ces éléments de contreventement. Donc là, c'est une proposition qui est faite de jouer sur ces éléments-là. Après, selon les projets, ça peut être des optimisations, des modifications de section qui peuvent être réalisées. Ok, donc là ici, donc là il en calcule deux en même temps. On s'éloigne pas trop de ce que l'on avait initialement. Tout à l'heure on était à 38 secondes. Bon, là il passe à autour de 50 secondes. Ok. Et ici, du coup, on retrouve les résultats pour nos deux combinaisons. Alors, c'est pas trop ce qu'on va regarder. Ce qu'on va déjà regarder dans un premier temps, ça sera la partie analyse modale. Par rapport à nos deux modifications structurelles que l'on a considérées. Donc là, on retrouve nos modes. Si on regarde pour le cas donc où on multiplie par 2 notre section, si je regarde la partie masse modale effective, donc là j'ai les deux premiers modes sur Y sont toujours là. Par contre sur X, j'ai plus de mode dans cet intervalle. Donc sur les 30 premiers modes, j'ai pas de mode principal ici. Donc ça veut dire que mes modes ils sont au-delà des. Si je voulais les trouver, il faudrait que je fasse plus de modes. Donc ça veut dire que déjà on a changé le modèle, puisque là ici sur X, voilà, dans les 30 modes, on n'a pas le mode qui nous intéresse. Alors que tout à l'heure, notre 30e mode, c'était celui qui était à 5,64 Hz. Donc on a déjà une modification dans le cas où on double la section. Dans le cas où je viendrais réduire par 2, donc diviser par 2 la section, voilà, je peux regarder. Et là, je retrouve sur les modes toujours mes deux premiers modes sur Y, cela ça change rien. Par contre sur X, là j'ai un mode à 85% de masse, c'est le mode 22. Tout à l'heure on était sur le mode 30, donc si je regarde maintenant la fréquence associée au mode 22, j'ai une fréquence de 4,49, donc 4,45 Hz. Donc du coup j'ai changé la fréquence. Donc tout à l'heure on était sur une fréquence à 5,64 Hz et là maintenant on est passé à 4,45 Hz comme mode principal sur la direction X. Donc du coup ça change déjà les données par rapport à ce que l'on pouvait avoir initialement avec la section HEA100. Donc on peut voir que dans le cas où je viens modifier, augmenter ma section, là sur le mode, ma fréquence elle sera plus élevée. Et par contre, quand je réduis ma section, le mode sur X qui m'intéresse, j'ai une fréquence plus basse et je m'éloigne du coup de ma fréquence de machine. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir l'impact que ça a sur la partie accélération, vibration de notre nœud de plancher. Donc je vais revenir sur la partie diagramme et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de comparer les résultats des diagrammes pour nos trois cas. Donc je rouvre la partie diagramme. Donc là, on était sur le cas initial avec les HEA 200. Je vais venir maintenant faire une copie de celui-ci. Je vais lui définir ici notre combinaison 3.
où on venait doubler la section. Et là, on voit qu'en doublant la section, la partie vibration et avec les accélérations ici que l'on a, on a des accélérations qui sont vraiment très faibles au niveau du nœud 43, au niveau de la trémie, ce qui veut dire qu'au niveau du plancher, on aura également des vibrations et des moments qui seront beaucoup plus faibles, des vibrations plus faibles, et du coup, certainement un confort, conditions de confort qui seront mieux adaptées et qui pourront être avoir une structure, convenir à une structure qui sera exploitable. Je vais faire le même cas, mais cette fois-ci sur la combinaison où on a divisé par 2 nos sections. Et ici, si on regarde, voilà, les accélérations sont un peu plus élevées que dans le cas où on augmente nos sections, mais on a quand même des accélérations qui sont beaucoup plus faibles que dans le cas où on était avec le HEA de 100. Et puis surtout, on n'a plus l'effet de résonance que l'on pouvait avoir initialement ici. Dans le cas ici, on a bien l'effet de résonance. Ici, on n'a plus cet effet de résonance puisque de toute façon, la fréquence propre de notre structure s'est éloignée de la fréquence des 5,6 Hz. Donc voilà ce qu'on pouvait voir ici. Après, vous pourrez effectivement basculer sur d'autres nœuds, regarder également sur Z éventuellement ce qui peut se passer. Donc là, on pourra après aussi consulter les autres résultats que l'on peut avoir sur X, sur Y, sur Z éventuellement. Ok. Donc pour conclure sur cet exemple-là, au niveau des projets que vous réalisez, c'est effectivement, ce sera important si on est sur des projets avec des machines qui peuvent mettre en vibration la structure, de faire une analyse des modes propres de la structure, déjà pour contrôler, puisque là on s'est rendu compte que quand on a un mode propre de structure qui est proche de la fréquence de notre machine, ben on a un risque d'entrer en résonance de la structure. Donc contrôler effectivement que nos modes propres de structure soient éloignés de la fréquence de notre machine. Et puis après, bah, effectivement, si on a besoin de venir modifier, d'apporter des optimisations, bah, on pourra le faire directement en venant modifier les sections ou bien après modifier la fréquence de machine. Et ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir effectivement, avec l'analyse historique de temps, pouvoir sortir les courbes, les diagrammes d'accélération de notre nœud et de pouvoir après faire des contrôles à ce niveau-là, et ça permettra de contrôler aussi la question de vibratoire et de confort de la structure. Donc ce sera tout à ce niveau-là pour ce webinaire. Je vais basculer sur le PPT ici. Donc, vous retrouverez sur notre site plusieurs outils, plusieurs services qui sont disponibles gratuitement. Vous avez par exemple les outils GeoZone Tool, l'outil GeoZone Tool qui vous permet de retrouver des cartes avec les informations de zone de neige, vent et sismicité. Je vous invite également à consulter nos FAQ et articles de base de connaissances. Vous trouverez là une grande quantité de publications qui traitent de différents points, différentes thématiques. Dans la partie FAQ, vous pourrez également peut-être trouver des réponses à certaines de vos questions. Et vous retrouverez également le modèle traité dans ce webinaire ainsi que plusieurs autres modèles disponibles au téléchargement directement sur notre site de Delubal Software. Vous avez également sur nos chaînes YouTube et sur notre site accès à plusieurs vidéos, les vidéos d'information par rapport aux nouveautés dans le logiciel, les vidéos tutoriels et également les vidéos de nos webinaires. Vous pourrez tout retrouver directement soit sur YouTube, soit sur notre site internet. Vous avez également accès à la boutique en ligne directement sur le site de Delubal Software. Et si vous n'avez pas encore testé le logiciel, vous avez accès à une version d'essai de 90 jours qui est disponible. N'hésitez pas à en faire la demande directement sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail à info@delubal.fr ou directement à nous contacter par téléphone. Je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé de nos actualités directement sur le site de delubal.fr. Et
Je vous remercie pour votre participation, votre attention, et je vous dis à bientôt.